Bonjour. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la zone euro. C'est une question que nous avons déjà abordée la semaine dernière. On avait évoqué cette zone euro après la publication des chiffres de croissance du premier trimestre. On se souvient qu'en zone euro, en France, en Italie, en Espagne, l'activité avait chuté au premier trimestre. Elle s'était maintenue légèrement positive en Allemagne. Mais on va revenir sur cette question de la zone euro spécifiquement. On ne va pas regarder par pays, mais globalement sur la zone euro. Comment appréhender cette situation? Est-ce que finalement on est calé sur une trajectoire positive qui permettra progressivement de retrouver une dynamique de plein emploi, ou est-ce qu'on est encore à chercher la trajectoire sur laquelle on va se situer? C'est cette interrogation à laquelle sont confrontés aujourd'hui les économistes. Alors, trois éléments vont nous aider dans cette quête de trajectoire. Le premier, c'est un graphique que j'avais présenté la semaine dernière, qui est celui du PIB de la zone euro. On le voit ici sur le slide. Vous avez en violet l'évolution du PIB, en rouge une tendance que j'ai calculée jusqu'en 2008, que j'ai prolongée. Vous voyez bien le mouvement de hausse jusqu'en 2007-2008, la rupture au moment de Lehman, la reprise ensuite, et puis effectivement, depuis le premier trimestre 2011, une situation qui s'infléchit, un PIB qui recule très légèrement. Alors, déjà, quand on regarde cet indicateur, on se dit qu'une rupture, une baisse dans la durée du PIB est probablement un signal d'instabilité, parce que derrière, on ne peut pas imaginer, avec une telle situation, une augmentation de l'emploi, une augmentation de la richesse de l'ensemble des Européens. Donc là, on a une incertitude sur laquelle on doit s'interroger. Pour retrouver un système stable, il faut qu'on ait davantage de croissance, il faut qu'on retrouve de l'emploi parce qu'en plus, ces emplois vont permettre de financer le système social, la sécurité sociale, les retraites, etc. Et donc, tant qu'on est sur une configuration fragile comme celle que l'on observe aujourd'hui, eh bien, ces financements sont en doute, il y a des interrogations très fortes. Donc, premier point qu'on peut observer, une interrogation, un doute sur le fait que l'économie de la zone euro puisse spontanément retrouver une allure positive. Ce n'est pas ce qu'on voit depuis 2 ans et on s'interroge sur les sources, les origines, les catalyseurs qui permettraient d'inverser la tendance. Est-ce que ce sera la consommation? Est-ce que ce sera l'investissement? Aujourd'hui, rien ne va dans ce sens-là, rien ne nous signale des mouvements de rupture à la hausse significatifs. Ça, c'est le premier point qu'on peut évoquer. Le deuxième point, c'est le commerce extérieur de la zone euro. Quand on regarde l'évolution entre les exportations et les importations en zone euro, eh bien on s'aperçoit, on observe que depuis quelques mois, il y a un véritable changement de régime. On le voit ici sur le graphe. Vous avez depuis 1999 l'évolution du solde de la balance commerciale mois après mois. En bleu clair, c'est le chiffre du mois, mars 2013 pour le dernier. Et puis en violet, c'est l'évolution sur 3 mois. J'ai pris la moyenne sur les 3 derniers mois. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, on est aujourd'hui sur un solde supérieur à 18 milliards d'euros pour le mois de mars. Et on voit bien que sur 3 mois, on a une situation qui a changé de nature par rapport à ce qu'on observait par le passé. On a un excédent qui est bien supérieur à tout ce qu'on avait observé depuis 1999. Alors, on a ici un changement très marqué qui reflète une baisse très significative des importations européennes. En d'autres termes, la demande intérieure, la consommation, l'investissement a baissé de façon significative et pénalise les importations et permet cet agrandissement du surplus extérieur. Les exportations ont un peu progressé, mais pas tant que ça. Et l'ajustement, les raisons de l'écart, c'est principalement la baisse des importations, même quand on retire les importations énergétiques. Donc là, on a une situation qui est compliquée, parce que globalement, cet environnement tient parce qu'un certain nombre de pays, l'Espagne, l'Italie, la France aussi d'une certaine manière, le Portugal, pénalisent leur demande intérieure, ce qui pèse sur la demande interne, sur les importations et permet cet écart. Est-ce que cette situation est stable à moyen terme? Sûrement pas. Sûrement pas parce que on ne peut pas se satisfaire d'un taux de chômage à 27% comme en Espagne, à plus de 10% au Portugal, en Irlande. Cet environnement
n'est probablement pas stable et traduit simplement le fait que la demande interne aujourd'hui est compressée au sein de la zone euro, pèse sur l'activité, pèse sur les importations et permet de dégager ce surplus. Cette situation n'est probablement pas stable parce qu'à partir du moment où effectivement la dynamique interne reprendra un petit peu le dessus, eh bien le surplus se réduira de manière significative. Donc là, deuxième élément d'incertitude. Et puis troisième point, on a eu les chiffres d'inflation du mois d'avril. Et vous avez ici sur le graphe l'évolution pays par pays de l'inflation en zone euro au mois d'avril. Vous avez en violet l'évolution du taux d'inflation et en vert l'évolution du taux d'inflation sous-jacent, c'est-à-dire hors énergie et hors matières premières alimentaires. Et vous voyez que quand on regarde ces indicateurs, celui de la zone euro est faible, 1,2% d'inflation, 1% hors alimentation et énergie. Ce sont des chiffres qui sont très bas, très inférieurs aux 2% qui est l'objectif de la Banque centrale européenne, que j'ai repris en rouge ici. On voit que l'Allemagne, on voit que la France sont sur des taux d'inflation faibles, que l'Italie, même l'Espagne, sont sur des taux d'inflation faibles. L'Espagne, en plus, il y a un effet fiscalité qui joue fortement. La Grèce est en déflation. On a une configuration où il n'y a pas de pression sur les prix et où la possibilité de déflation ne peut plus forcément être écartée. Donc voilà, on a ces trois... Et alors, cette situation résulte là aussi d'une demande intérieure insuffisante parce qu'il n'y a pas de pression sur les prix, il n'y a pas de pression sur les biens manufacturiers, sur les services. Et donc, il n'y a pas de hausse des prix significative. Donc voilà, si on regarde la dynamique européenne, on a une croissance qui est faible, on a une croissance, non, on a une activité qui se contracte, on a un solde extérieur qui traduit une contraction de la demande interne, et puis des prix qui évoluent très peu parce que la demande interne n'est pas très vigoureuse. Cette situation, clairement, ne traduit pas une dynamique stable de l'économie de la zone euro. Il va falloir trouver une trajectoire qui permette qui permettent à la fois une reprise de l'activité. On ne peut pas se satisfaire d'une croissance, d'une activité qui baisse, parce que derrière, il y a les problématiques d'emploi. Le commerce extérieur, qu'on peut visualiser comme quelque chose de très bien, ne traduit que des contraintes sur la demande intérieure. Et de ce fait-là, on doit modifier encore la trajectoire pour équilibrer le commerce extérieur, faire de telle sorte qu'on redonne un petit peu de demande intérieure, parce que 27% de taux de chômage en Espagne ou 12,1% de taux de chômage en zone euro, ça n'est probablement pas tenable à moyen terme, et donc il va falloir trouver un nouvel équilibre. Cet équilibre, il n'est pas encore trouvé, et c'est pour cela que probablement la crise n'est pas encore terminée. Voilà ce que je voulais évoquer très, très rapidement sur ces questions de la zone euro. On a encore pas mal de travaux à faire pour modifier le format, la dynamique et la trajectoire de l'économie de la zone euro pour qu'effectivement on rentre dans une période de croissance stable et riche en emplois. Je vous remercie.